Ravi de vous retrouver pour ce PAF spécial consacré aux élections régionales. On va commenter naturellement les résultats en Île-de-France, dans le reste de la France, et puis s'interroger sur les conséquences que donnera le vote des Français, si conséquences il y a. Pour en parler, Stéphane Monson. Bonjour Patrice, très bien, merci. Toujours professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Toujours. Jean-Luc Madec, qui a quitté les fourneaux. Juste là. Pour venir avec nous. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais il y a toujours du monde chez vous. C'est ça qui est formidable. Mustapha Larbaoui, ça va? Toujours Bonjour, président du Football Club de Trappes, toujours pharmacien, et toujours. appelé à jouer un rôle de plus en plus important, me semble-t-il, dans le monde du football. Semble-t-il. Vous ne commentez pas, pour l'instant. Aucun commentaire. Et Jean-Charles Lajoie, toujours à la tête des éditions Lajoie. Toujours. Éditeur, donc. Voilà. Alors, je vous propose de commencer peut-être par l'Île-de-France, puisque, après tout, ça a été c'est une surprise ou pas une surprise, en tout cas, un des changements à la tête de la région, puisque Valérie Pécresse a pris le poste de présidente de région. Elle succède après 17 ans de gouvernance de gauche. Comment vous analysez cette victoire? Est-ce que c'était elle la bonne candidate et est-ce que Claude Barthelone n'était pas le bon candidat? Est-ce que ses propos au dernier moment sur la race blanche lui ont enlevé des voix? Parce que ça s'est joué à très peu. On est à peu près à moins d'1,5% de différence entre les deux listes. Qui veut commencer là-dessus? Stéphane? Oui, vous avez raison de souligner que ça s'est joué à très peu, je crois à 60 000 voix ou quelque chose comme ça. Il y a eu un beau report d'ailleurs des voix de gauche. Donc, alors, on se dit maintenant, est-ce que c'était le bon candidat? Et certains disent, finalement non, mais ça c'est quand même un peu facile de le dire après. Oui. Ce qui est juste, je crois, c'est que cette dernière semaine de campagne, un peu hystérisée de manière assez artificielle, on dit Barthelone a imputé à Valérie Pécresse des termes qu'elle n'a pas prononcés. Alors c'était sans doute un peu plus subtil que cela, mais la subtilité au cours de cette dernière semaine n'est pas finalement n'a pas été entendue. Dans les listes de Valérie Pécresse, il y avait en effet un certain nombre de gens qui étaient dans les manifestations pour tous, dans la manif etc. pour tous, etc. Voilà. Mais je pense que ça a été extrêmement maladroit de la part de Barthelone. Une maladresse ou un calcul, parce qu'il a pas fait. Propos. Il connaît la politique quand même. Alors c'est difficile à mesurer, mais je pense que ça l'a plutôt desservi que ça lui a rapporté des voix. Jouer Versailles-Neuilly contre le reste de l'Île-de-France ou le 9-3 contre le 7-8 ou le 9-2, c'est pas d'une très grande, me semble-t-il, habileté pour qui prétend rassembler à la région. Ouais. Et en plus, alors peut-être qu'il y avait aussi un besoin aussi de changement, parce que ça faisait, je dis quand même 17 ans que la gauche était au pouvoir en Île-de-France. Moi, je trouve que Valérie Pécresse a fait une campagne très concrète sur des sujets précis, au profit des Franciliens. Barthelone a fait une campagne beaucoup plus vaste, plutôt nationale, jouant sur son image et sur la fonction qu'il occupe en qualité de président de l'Assemblée. Je trouve que Pécresse a été beaucoup plus dans le sillon que ne l'a été Barthelone. Et on constate aussi qu'il y a eu une meilleure proportion de vote sur le deuxième tour, puisqu'il y a eu moins d'abstention, ce qui est un signe. Et puis, le Front National a perdu des voix, incontestablement. Oui. Donc, le Front National a perdu 4 points, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils se soient tous retrouvés chez Oui, ça a été la grande explication de la gauche de dire finalement, elle est élue parce que le Front National a voté pour elle. Si on regarde bien les résultats, ce n'est pas le cas. Cependant, Valérie Pécresse, sur la dernière semaine, a fait une campagne très très forte, et elle a évité tous les écueils, alors que Barthelone, lui, est entré dedans pour faire une campagne d'image, une campagne sectaire, et c'était très mauvais. Il y avait quand même une question qui se posait dès le début, c'est-à-dire que Barthelone était un peu un candidat au raccro, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des primaires qui ont été supprimées, il est arrivé comme ça un peu au dernier moment comme rassembleur. Mustapha? Oui, non, mais justement, comme le disait notre ami, c'est vrai que c'est plus facile de le commenter après, en disant que Pécresse est meilleure après coup. C'est le principe du commentaire. Sauf que moi, je dirais autre chose. Je dirais que probablement qu'elle l'a voulu plus que Barthelone. Peut-être qu'elle le voulait plus, en ce sens où maintenant on a l'explication, puisque on n'arrête pas de nous rabâcher maintenant, on l'avait dit avant, mais on le dit encore plus maintenant, que finalement Barthelone était quelqu'un qu'on était allé chercher, et non pas quelqu'un qui est venu, comme Pécresse l'aurait fait, et que en allant le chercher, finalement, on a considéré que c'était le meilleur candidat. On était cherché faute de candidats quand même.
Voilà, donc j'ai donc cette hypothèse que Pécresse le voulait vraiment. Et pour éliminer Huchon aussi. C'était ça. Donc c'était presque par dépit que par conviction, auquel cas il a fait une campagne, semble-t-il, qui est quand même une campagne honorable. On n'arrive pas à ce stade et à ces scores sans avoir fait la campagne qu'il a faite. De là, lui imputer la défaite sur une phrase maladroite, plus que maladroite d'ailleurs, sur le fond. Moi, je ne crois pas. D'autant plus que ce qu'il voulait imputer, c'était en gros, vous êtes copine de celle qui a prononcé cette phrase, et non pas la candidate de la race blanche. Simplement, c'est mal dit, c'est mal exprimé. Et en ces temps à la fois troublés, compliqués, à un moment donné, il faut de la clarification. Il ne l'a pas été. Mais c'est plus de la maladresse que le désir d'aller chercher des gens dans un camp adverse. Probablement de la maladresse, mais c'est maintenant, lui imputer la défaite sur ça, je crois pas. Moi, c'est plus ça que je vois dans une campagne. Quand on le veut vraiment, ça me fait penser à Jospin. J'ai l'impression que Jospin le voulait moins à l'époque que Chirac. Donc, quand on veut gagner, on se donne les moyens. Et à ce moment-là, j'ai le sentiment que Pécresse était plus désireuse de l'être que ne l'était Barthelone. Est-ce qu'il devrait démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale, oui, s'il était cohérent avec tout ce qui se dit, tout ce qui se vote depuis l'accession de Normal Ier à l'Élysée, oui, il devrait bien évidemment qu'il devrait démissionner. Enfin, il n'y a aucune raison. C'est un truc de république bananière, d'oser en pleine débâcle. Enfin, je veux dire, il a quand même il a perdu une région qui était à la gauche depuis 17 ans. Il a perdu avec, c'est pas des maladresses, c'est qu'une volonté de monter les gens les uns contre les autres de façon ostensible et scandaleuse. Il a perdu, et tant mieux. Mais après, oser dire le soir des résultats, et je remets mon poste de président de l'Assemblée nationale, alors on respire. Non, pas au député. Oui, on respire, on se dit, tiens, il est honnête, il est normal, il a compris le message, mais pas du tout. Je remets mon poste devant mes amis de l'Assemblée nationale du groupe PS. Mais c'est une galéjade. Enfin, on arrive dans le domaine de la politique grotesque. Enfin, c'est vrai que quand on parlait de mafia de 9-3, à propos de Barthelone, ça remet. C'est absolu. Pour le coup, je serais d'accord. Pour le coup, je serais d'accord si l'histoire avait été comme vous avez l'air de le décrire. C'est pas du tout ça. C'est clairement, on est venu le chercher, et il a dit à ce moment-là, j'ai une condition. Je viens à une seule condition, c'est que si je suis élu, j'abandonne mon poste par définition. En revanche, si je ne suis pas élu, je reviens et je remets mon mandat. Mais c'est scandaleux. C'est pas très courageux. Alors il va démissionner de la députation aussi. Mais c'est totalement scandaleux quand on se présente au suffrage des Français et qu'on perd, on perd. Et puis c'est tout. Alors, c'est pas les mêmes élections. Il a perdu devant un scrutin. Il est député, il doit démissionner de sa députation. Non, mais la présidence de l'Assemblée. Alors c'est aux députés d'en décider. Bien évidemment. Pour l'instant, il reste encore une majorité de députés de gauche, donc il est sans souci. Mais on peut de temps en temps perdre. Par morale, est-ce que c'est pas une obligation, mais par morale, est-ce qu'il devrait démissionner ou pas? On peut avoir un petit peu d'honneur et un petit peu de morale. Jean-Luc et Stéphane. Est-ce qu'il devrait démissionner? Dans les situations que nous vivons depuis des décennies, il n'a pas de raison de démissionner. Absolument. Par contre, si on se projette vers ce qu'attendent les Français de la politique dans l'avenir, oui, il devrait avoir la décence de partir. C'est une évidence. Maintenant, encore une fois, ce que les Français ont dit, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais enfin, je pense que non. Au premier et au second tour, ils ont dit « ça suffit ». 7 millions de personnes qui votent pour le Front National, quand même, ça fait du monde. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que veulent les Français? Je ne pense pas qu'il y ait 7 millions de fascistes en France. Et si tant est d'ailleurs que le Front National était fasciste, ça se saurait, auquel cas il faudrait interdire ce parti, parce que quand on entend le Premier ministre nous raconter que si jamais le Front National gagnait, ce serait la guerre civile, c'est quand même à tomber par terre. Cependant, les Français veulent qu'on se tourne vers l'avenir, et l'avenir, ce n'est pas des arrangements de coquins. Voilà. Stéphane Monson, pardon. Il ne faut pas surinterpréter tout cela. C'est vrai que ce n'est pas dans les coutumes et dans les mœurs en France. Ça se produit dans des démocraties qui sont conçues autrement, en Grande-Bretagne par exemple, ou encore aux États-Unis. Quand on perd un scrutin quel qu'il soit, quand on est un élu, on démissionne. Et on quitte parfois, même assez souvent, la vie politique. Cela dit, il ne s'agissait pas du même scrutin, du même type de scrutin. Il y a un scrutin qui compose un organe politique d'un côté, les législatives, et un scrutin qui compose un organe administratif de l'autre, un conseil régional. C'est pas sur le même plan. C'est pas sur le même plan. Vis-à-vis de l'image de la politique. Mais il n'en reste pas moins que
C'est une pratique courante, donc dans des démocraties voisines. Et à ce compte-là, je pense qu'on ne s'en porterait pas plus mal si nos élus s'appliquaient à eux-mêmes cette règle. C'est un petit peu dangereux ce que vous dites, parce que alors, si on admet l'idée que ce ne soit pas sur le même plan, ça veut dire que donc les résultats ne sont pas interprétés sur le même plan non plus. Donc, non, il y a des résultats régionaux, il y a des résultats nationaux. Non, mais donc rien n'est grave. Alors c'est pas grave. Mais non, mais si c'est pas grave, si c'est pas grave pour Barthelone d'avoir perdu un scrutin visant à administrer la France par rapport à un scrutin qui viserait à la gouverner, alors pourquoi est-ce qu'on s'affole des résultats de ces régionales? Ça n'a aucune importance. Si je vous écoute, c'est pas grave, c'est un scrutin qui compte pas. C'est un scrutin pour du beurre. C'est pas exactement. Enfin, je ne pense pas avoir dit cela. C'est pas pareil, ça n'a pas la même importance. Non, c'est pas que ça n'a pas la même importance, c'est que ça se joue sur deux plans différents. Alors admettons dans nos commentaires que c'est deux plans différents, de ce point de vue, comparaison n'est pas raison. 7 millions de gens qui votent. Mais c'est vrai, vous pouvez admettre que les gens n'ont pas voté pour dire à Claude Barthelone démissionner de la présidence de l'Assemblée. On peut juste, après qu'il le fasse, pas, c'est un problème personnel, un problème de morale. Ce qu'il faut quand même admettre, c'est qu'ils ont voté non à Barthelone, c'est tout, à la personnalité de Barthelone. C'est Barthelone, c'est pas Stéphane Manson ou Jean-Charles Lajoigny qui se sont présentés. C'est peut-être les alliances au deuxième tour, c'est peut-être, je ne sais pas, aussi, la fusion. Les Franciliens ont refusé ce discours scandaleux prononcé dans le 9-3 contre la race blanche, essayant de monter les gens les uns contre les autres, en disant... Il y a peut-être aussi l'alliance avec, je sais pas, avec le PC, avec que certains n'ont pas voulu non plus. Je crois sincèrement que les Français qui ont voté contre Barthelone n'ont pas voté sur le fait de savoir s'il allait revenir au perchoir après. Encore une fois, c'est deux choses différentes, et je continue à le dire. La règle était connue, c'est-à-dire qu'il allait revenir. Peut-être que c'est dû au sacro-saint principe de ce qui est entendu avant et qui ne doit pas être appliqué. On prend le cas de Le Drian, ministre de la Défense. Il y a des principes... On va parler du national après. Oui. Pardon. Là, je voulais... justement, après les élections, il y en a toujours qui rient, il y en a toujours qui sont plus tristes. On était au QG des Républicains, donc là, c'était plutôt bonne ambiance. On a gagné! On a gagné! Hier soir, la droite francilienne a fêté la fin de 17 ans de pouvoir socialiste. Les militants ont pu savourer leur victoire. Enfin, j'ai envie de dire, et ça fait plaisir de voir que les Franciliens font confiance à Valérie Pécresse et l'ensemble de son équipe et à son programme, et qu'ils ont été convaincus par Valérie Pécresse, mais qu'ils ont également désavoué la gestion socialiste des 17 années passées. Pourtant, le score était très serré. À 21h hier soir, la prudence était de mise dans ce café parisien où journalistes et militants attendaient les résultats du second tour. Au QG des Républicains, les sourires commencent à apparaître aux fenêtres. Enfin, peu avant 22h, Valérie Pécresse vient annoncer sa victoire. Chères Franciliennes, chers Franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Eh bien, dans les 6 prochaines années, nous allons tout donner pour vous. Vive l'Île-de-France et vive la France. La tête de liste Yvelines, Valérie Pécresse, remporte 44% des suffrages devant son adversaire principal de ce second tour, le socialiste Claude Barthelone, crédité de 42% des voix. Dans cette triangulaire, le FN arrive 3e avec 14%. Les Républicains remportent donc la région avec une avance très restreinte. Bien sûr, on est extrêmement content que les électeurs aient choisi vraiment de faire le choix du changement. C'était pas évident, c'était serré, et donc ils ont opté pour Valérie Pécresse. Et je crois qu'on en est tous reconnaissants. Maintenant, il faut être clair, il n'y a pas de triomphalisme. On est bien sûr content, on va fêter cette victoire comme il se doit, mais il va falloir ne pas décevoir derrière. Pas le temps de se reposer, Valérie Pécresse deviendra officiellement présidente de la région la plus peuplée de France ce vendredi lors du conseil d'installation avec un objectif clair, faire de l'Île-de-France la première région d'Europe. C'est un objectif qu'on doit atteindre tous ensemble, sans oublier les habitants d'Île-de-France, sans oublier aucun de ces territoires. C'est l'enjeu qui est devant nous, c'est aussi le message que nous avons entendu et je l'aiderai avec tous les parlementaires d'Île-de-France et je l'aiderai avec la sensibilité particulière qui est la mienne pour le territoire. En 2010, la candidate de l'Union de la droite et du centre avait perdu face à Jean-Paul Huchon avec un écart de plus de 10 points. Hier soir, elle tenait sa revanche. Ce qu'a dit Valérie Pécresse tout à l'heure lors de sa conférence de presse, je suis libre, exempt des camps, des clans, des partis. Je crois que c'est ce que les Français attendent aujourd'hui, une nouvelle façon de faire la politique qui tient dans l'action et l'intérêt général.
Pour certains, le dérapage de Barthelone à 3 jours du scrutin final, où il avait déclaré que sa rivale défendait en creux Versailles, Neuilly et la race blanche, lui aurait coûté la victoire. La bêtise de la traité de Versailles, oui, on va aller se réunir à Versailles. et après ça, moi personnellement, j'ai été élu conseiller régional, donc il va falloir que, évidemment, on se mette au travail très vite. C'était une campagne très rude. Vraiment, j'espère qu'on va en tirer tous des leçons, parce qu'il y a encore une fois, il y a des expressions qui ont été utilisées, surtout entre les deux tours, qui n'étaient pas dignes. Avec 121 sièges au conseil régional, Valérie Pécresse remporte cette région phare de 12 millions d'habitants. Elle devrait quitter son poste de députée des Yvelines dans les prochaines semaines. Voilà, est-ce que vous avez besoin de preuves d'amour, donc jusqu'à d'amour? J'espère que, je ne sais pas comment elle va nous les donner, mais enfin, vous pensez que ça va changer des choses d'ailleurs? L'élection de Pécresse? Oui. Ah oui, politiquement, n'en déplaise à Stéphane, c'était une élection importante et c'est effectivement gouverner. Arrêtez de lui faire dire des choses qu'il ne dit pas. Gouverner une région. C'est une méthode à la Barthelone. Oui. C'est un peu stalinien même. Gouverner une région, c'est extrêmement important. Enfin, je veux dire, le programme de gauche, ça n'avait rien à voir avec le programme de droite. Sur les investissements, sur les transports, sur l'écologie, sur le Grand Paris. Enfin voilà, c'est vraiment, et c'est ça qui est intéressant dans la démocratie, c'est que les gens ont choisi, au-delà de la personnalité de Pécresse ou de Barthelone, ils ont choisi quand même entre deux programmes qui n'avaient rien à voir. Donc moi, je trouve que c'est très sain et ça va donc véritablement changer les choses. Pour un chef d'entreprise, par exemple, comme vous Moi, je l'ai entretenu sur le dossier de l'apprentissage, qui est un dossier très important. Non, sur le dossier de l'apprentissage. Et elle est complètement imprégnée de cette notion de remettre en route toute une génération au boulot. Et l'apprentissage, qui est complètement perdu dans notre pays, doit être remis en question. Or, l'apprentissage est très largement sous l'autorité des régions. Donc là, je crois qu'elle a été tout à fait consciente de cette nécessité, surtout en Île-de-France, de remettre de quantité de jeunes dans le circuit de l'apprentissage pour leur apprendre un métier. Et c'est pas avec les emplois créés par les socialistes que ça va marcher. Je veux dire qu'il faut vraiment mettre les jeunes au boulot à travers l'apprentissage. Là, il faut changer complètement la donne d'ailleurs sur l'apprentissage, mais c'est un autre dossier pour lequel je pourrais vous parler pendant des heures. Mais en tout cas, elle est consciente de la nécessité de changer les choses. Stéphane, on disait qu'une des grandes réformes du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était la réforme Pécresse sur les universités. Vous êtes plus sceptique, vous? Je suis plus sceptique, le moins faible. C'est présenté comme, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans ces tracts de campagne. Quand on dit Sarkozy n'a rien fait, voilà, il a réformé l'université. Il a réformé l'université au mois d'août 2007. Non, je suis très sceptique. Il y avait évidemment quelques éléments positifs. Sauf que ça a été une espèce, globalement, une espèce de tour de passe-passe qui a, pour résumer les choses, en les caricaturant sans doute un peu, qui a permis à l'État de se désengager. Si vous voulez, en disant, ça y est, maintenant vous êtes autonome, débrouillez-vous pour trouver de l'argent, sauf qu'on a à peu près les mêmes structures qu'aux États-Unis d'Amérique, on nous permet de créer des fondations, mais on n'est pas aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que récolter de l'argent à côté, c'est très compliqué. C'est un métier, ça s'apprend. C'est un métier, ça s'apprend et ça se paye très cher. Absolument. Pour payer les gens compétents qui savent le faire, et ça, les universités ne peuvent pas le faire. Ça va ? Alors, pas de procès d'intention la concernant, puisque, après tout, elle veut des preuves d'amour. Moi, j'attends que des preuves tout court. On a vu les changements de majorité dire des choses lors d'un programme, lors de... Oui, ne pas les réaliser forcément. Où on a effectivement des ambitions, on a souvent à dire des choses, et puis dans la réalité des faits, on voit bien que ça peut se modifier. Donc j'attends des preuves tout court, et essentiellement au niveau des associations et du sport en particulier. Ouais. On a vu en d'autres lieux, en d'autres domaines, des restrictions budgétaires sur des associations. Là, cela dit, elle ne part pas pour dépenser l'argent, pour jeter l'argent par la fenêtre, a priori. Ce serait donc le cas que de dépenser de l'argent. Je ne dis pas que c'est de dépenser de l'argent par la fenêtre que de financer des associations. Mais c'est en ça où j'attends des preuves, parce qu'on l'a entendu sur ces discours. Donc des preuves d'amour, elle en aura. Moi, je suis prêt à lui faire plein de bisous, entre guillemets, pour l'affection qu'on peut lui porter, à titre personnel. Simplement, des preuves réelles, on les attend et on va voir sur le terrain. On va passer aux résultats nationaux, mais auparavant, je propose de regarder quelques réactions à ces résultats en Ile-de-France, celle de Michel Laugier, par exemple, et puis celle de Jean-Michel Fourgousse. Valérie Pécresse s'impose dans beaucoup de villes. Alors certes, elle réalise aussi des scores importants dans les villes tenues par la gauche, notamment à Guyancourt, à La Verrière et à Trappes.
Mais je veux dire, ce sont des scores tout relatifs qu'il faut regarder, puisque là aussi, si je regarde les résultats de 2010, les scores étaient beaucoup plus importants, puisque c'était beaucoup plus de 70%, on était presque à 80% des résultats pour Jean Poluchon. Donc on voit bien que là, l'électorat de gauche s'effrite au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin. Écoutez, je pense que Mme Pécresse, elle a plus une culture économique. Elle sait attirer les talents, elle sait attirer les capitaux. Elle prend pas des mesures idéologiques contre le monde de l'entreprise. Donc elle est capable de créer un climat de confiance, de restaurer aussi un climat avec l'Europe, parce que la région ne profitait plus des aides européennes, parce que l'Europe est socio-libérale. Nous, on va pouvoir construire des projets régions, départements, casquis, bien sûr beaucoup plus fructueux, parce qu'on avait beaucoup de mal à travailler avec eux. Et je compte sur Mme Pécresse, elle l'a dit dans sa campagne, pour que vraiment rétablir la justice, l'équité entre les gens, entre les communes, et puis surtout retrouver un niveau d'investissement. Mme Pécresse qui connaît le monde économique, qui connaît le monde de la R&D, la recherche et du développement, savoir sur quel secteur vous allez investir, c'est très important. Il faut comprendre la recherche, et je veux dire, moi je lui fais totale confiance en tout cas, et je suis très heureux de son arrivée, bien sûr, à la tête de l'Île-de-France. Et peut-être une réaction de gauche, la réaction du maire de Trappes, Guy Malandin. La participation aux élections, c'est un geste citoyen qu'il faut faire au maximum. Mais on a 10% de plus de votants, et quand je regarde la moyenne du taux d'abstention ou du taux de participation, ce qui est la même chose dans l'autre sens, on est toujours entre 40 et 45 ici à Trappes. Si je regarde la ville avant de regarder l'extérieur, d'abord une mobilisation des habitants, puisque nous avons 1500 votants de plus que lors du premier tour, et deuxièmement une réaffirmation des choix républicains, philosophiques et politiques de la majorité de la population, puisqu'on est à 61,8 pour la liste de Bartolone, qui correspond à l'union de la gauche. Et donc, j'en suis satisfait pour la ville de Trappes, et ça nous encourage à continuer l'action politique que nous menons. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, parce qu'il est très content, parce que ça a bien voté à Trappes, enfin dans son sens. Je ne sais pas si on peut se satisfaire du taux de participation à Trappes, même s'il a augmenté au deuxième tour. Il demeure encore à 70% au premier, il est passé à 60% au deuxième. D'abstention. C'est énorme. Donc voilà, donc je ne sais pas si on peut s'en contenter. Simplement, ce qu'on remarque souvent pendant ces périodes d'élection, c'est que tout le monde est satisfait, effectivement. Alors, justement, non, pas vraiment, puisque au soir du deuxième tour, tout le monde a dit, ben non, on n'a pas de quoi être satisfait, il n'y a pas de quoi pavoiser, comme aurait dit François Hollande. Et c'est vrai que le FN n'a pas gagné une seule région. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit une victoire formidable des Républicains. Et c'est vrai que même si elle a résisté, la gauche a quand même perdu beaucoup de régions. Donc, est-ce que c'est une élection dans laquelle tout le monde a perdu ? Ah non. Non, faut quand même faut pas exagérer. D'abord, on en revient 2 minutes à Valérie Pécresse, c'est une belle victoire. Donc, quand on gagne une région comme l'Île-de-France, il y a tout à fait de quoi se réjouir. Donc là, c'est évident, c'est une victoire. Elle peut triompher, elle peut pavoiser. Donc ça, c'est clair. Les autres régions, qu'elles soient à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème. Ils ont gagné quelquefois, que ce soit à gauche ou à droite, de très peu, mais ils ont gagné à la loyale, etc. Il reste quelques régions qui posent problème, c'est-à-dire l'élection d'Estrosi ou celle de Xavier Bertrand, où là, effectivement, il n'y avait pas de quoi triompher ni d'un côté ni de l'autre, ni du troisième, d'ailleurs, parce que c'était effectivement un truc un peu bizarre. Mais à part ces 2 régions, les résultats, c'est une élection classique, démocratique. Non, mais vous avez bien vu que voilà. tous les commentaires des responsables politiques ont été très mesurés au soir du deuxième tour. Oui, pour des raisons que je ne m'explique absolument pas. À part une sorte de déprime, de culpabilité mal placée. C'est-à-dire que maintenant, ça va être la grande mode. On fait de la politique sans en avoir l'air. On s'excuse d'être élu. On s'excuse de prendre une décision. On s'excuse d'être à droite. On s'excuse d'être à gauche. Valls, ce matin, s'excuse d'avoir dit que
d'enlever la nationalité des terroristes, c'était une bonne idée. Enfin, tout le monde passe son temps à s'excuser de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, etc. On noie encore une fois les gens qui vont être encore plus perplexes qu'ils n'étaient avant les élections. Et je pense que la prochaine fois, c'est pas 7 millions de gens qui vont voter pour le Front National, ça va être des millions, parce que les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette classe politique qui n'est plus à droite, qui n'est plus à gauche. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les conséquences, mais quand même, c'est quand même une élection où il y a, comme le rappelait Moustapha, quand même 50% d'abstention. Enfin, non, 40. Premier tour. Oui, au premier tour, 50 et au deuxième tour, 40, 42. Ouais. C'est quand même beaucoup. Où on a voté plutôt contre quelque chose que pour des candidats. Donc, c'est vrai que non, il n'y a pas de raison. Non, vous trouvez ça, Stéphane ? Moi, je pense que, enfin, il n'y a pas nécessairement matière à se réjouir, et j'ai plutôt compris la réaction des dirigeants politiques au soir des résultats du scrutin. Moi, le vrai vainqueur, moi, me semble-t-il, c'est le Front National, qui oui, contrairement à ce ne cesse de fait croire le deuxième tour. Alors, qui ne cesse de progresser, mais en fait, c'est une progression quasi constante avec deux petits accidents depuis 1984, mais sa progression est fulgurante. Plus de voix qu'au deuxième tour des présidentielles, avec 20% de moins de votants. Encore plus. Et puis, alors, de vaincu, j'en sais rien, mais bon, il y a une victoire, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Charles, symboliquement forte en Île-de-France. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, PACA, évidemment, le jeu était. Ça, on va peut-être revenir après sur le était pas biaisé, mais enfin, voilà, bon. Le Drian peut se réjouir, par exemple, il a magnifiquement gagné, il a très bien gagné. Oui, ou Vauquier. Il n'a pas de quoi déprimer. Vauquier, oui. C'est une vraie victoire. Du côté gauche, évidemment, on voit à quel point le jeu triangulaire vient quand même rebattre les cartes. Regardez ce qui se passe pour la gauche dans la région centre et en Bourgogne-Franche-Comté, avec un Front National à 30% et au-dessus. Et on voit que la gauche, finalement, ne l'emporte que d'une courte tête grâce à la présence du Front National au second tour. Donc, je pense que si l'une des explications de ces mines défaites dimanche soir, c'est le fait qu'il y a un troisième larron qui s'est introduit dans le jeu, qui fait pratiquement jeu égal avec les deux autres, et qu'il va falloir faire de la place, et que les choses sont c'est très intéressant. Pardon, je vous donne peut-être une réaction là-dessus. Je posais la question de savoir est-ce qu'il y a des grands perdants. En tout cas, dans deux régions, le Nord-Pas-de-Calais et le PACA, il n'y a plus de socialistes à l'Assemblée régionale. Oui. Zéro. Donc on se retrouve là dans un bipartisme nouveau. Front National contre les Républicains. C'est quand même un profil sur deux régions très importantes économiquement et en termes de nombre de population qui va probablement servir dans les 2 années qui viennent de véritable laboratoire. Parce que là, le bipartisme a totalement changé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'évidemment, vous pensez bien que les gens du Front National vont pas, comme ça, disparaître des écrans. Ils vont continuer en région à faire un travail probablement spectaculaire pour exister. Les socialistes ne sont plus là, donc nous sommes dans un nouveau bipartisme. C'est probablement pas celui qui était prévu dans le cadre de la Ve République, dans le cadre de la Constitution, mais pourtant, il existe dans 2 régions très importantes. Pour des circonstances peu importe les circonstances, c'est là. Et avec peut-être, on y reviendra tout à l'heure, des présidents qui vont peut-être tenir compte du fait qu'ils ont été élus aussi par des voix qui ne venaient pas de chez eux, des voix de gauche. C'est qu'il y a plus de conseillers FN que de conseillers socialistes, absolument. Moi, j'avais deux réflexions. Moi, j'avais le sentiment, au contraire, que chacun défendait sa posture et donc, par définition, avait trouvé du positif, même dans ce qui pouvait paraître comme étant des défaites pour eux. Donc chacun a trouvé des arguments à penser que le nini était plus important que... On va parler après, voilà. peut-être. Mais... tout le monde a trouvé des arguments, finalement, pour défendre son camp, et c'est une posture qu'on peut comprendre. Moi, j'avais une autre explication. J'avais le sentiment qu'il y avait plus de la pudeur que, finalement, de la crainte qu'il y a pu y avoir dans les affrontements, de la pudeur face aux événements qu'on a vécus juste avant. Et en même temps, le sentiment que c'était presque une élection qu'on avait envie d'enjamber, mais que le FN a fini par... dont le FN a fini par donner une dimension nationale qui fait qu'on s'est plus arrêté qu'on aurait voulu, parce qu'en réalité, tout le monde avait la tête au présidentiel, et que c'est presque un galop d'essai, et que tout le monde était dans le coup d'après. C'est-à-dire que
Alors, même le coup de laisser tomber deux régions, c'était presque un test. Oui, probablement, il y a un calcul qui dépasse les résultats. Moi, mon idée, c'est que c'est plus de la pudeur, d'une part, à pas triompher trop, mais pourtant dans une posture de vainqueur pour tous, parce que tout le monde avait matière à dire qu'ils avaient gagné, et en même temps, l'envie d'enjamber rapidement cette élection, parce que au regard des compétences de la région, au regard de l'enjeu des régions, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de choses à trouver de divergents dans les programmes des uns et des autres pour qu'on soit arrivé à ce point à se tirer la bourre comme on veut bien l'imaginer. Je reviens à ce que disait Stéphane, c'est-à-dire qu'on passe d'une bipolarisation à une tripolarisation, en gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il va falloir que les institutions ne favorisent pas ça. Les institutions sont toutes faites pour qu'il y ait deux grands camps. Absolument. Est-ce que ça veut dire... Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a de nouvelles alliances pour retrouver deux camps, si on reste dans ces institutions, soit il faut changer les institutions, partir, je ne sais pas, vers de la proportionnelle pour coller à la réalité politique. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer? Qu'est-ce qu'à votre avis, il faudra faire? Patrice, vous avez tout dit. À savoir que, de toute façon, le jeu en 1958 a été vraiment, c'est l'un des grands axes philosophiques de la Constitution du 58. C'est ça, c'est de simplifier le jeu politique en faisant en gros deux camps. Et la cristallisation de cette dualité, c'est l'élection présidentielle. Bon. Et puis c'est le scrutin à deux tours. Au premier tour, je choisis. Au second tour, j'élimine. Bon, le second tour suppose un jeu d'alliance, puisqu'on n'est pas dans un bipartisme, mais effectivement, à l'origine, dans une bipolarité. Donc, deux agrégations, deux ensembles qui vont s'agréger pour le second tour. Là, ça nous montre qu'il y a effectivement de la place désormais pour trois. Et la seule façon, l'une des voies à explorer, c'est évidemment de changer le mode de scrutin, puisque le mode de scrutin ne décide pas à la place des électeurs, mais il a un effet très structurant sur l'interprétation de la décision du corps électoral. C'est lui qui vient cristalliser le paysage politique. Donc en introduisant de la proportionnelle, il peut y avoir de la place pour trois. Mais à chaque fois qu'on parle de cette question de la proportionnelle, alors on change totalement de paradigme, comme disent les sociologues, mais voire d'esprit des institutions, et la crainte permanente qui est tout le temps rebattue et rabâchée, c'est de retomber dans les affres de la 4e République. Ah, souvenez-vous du bazar que c'était, les magouilles entre partis, etc. Pas forcément. Il peut y avoir un fonctionnement à peu près rationnel de la proportionnelle. On voit en tout cas que ça marche dans certains pays. Ça marche en Allemagne, ça marche... Il y a des traditions très fortes, voire... par exemple, vous prenez la Belgique, le caractère multinational de ce pays. Il n'y a pas de nation belge, mais il y a une nation francophone, une nation néerlandophone et puis une partie même germanophone. On ne peut pas faire autrement que de pratiquer la proportionnelle. Alors là, pour le coup, intégrale. Mais absolument. Donc, mais les choses n'ont pas cessé de fonctionner et les Belges s'en portent. Les Belges s'en portaient très bien. Ils s'en portaient très bien. Alors, on va peut-être revenir après sur les conséquences de tout ça, parce que ça fait partie des conséquences, mais le Front républicain, quand même, qu'on a beaucoup critiqué, et ça ne marche pas, les Français n'en veulent pas, ils veulent voter, il n'y a pas aucune raison que les gens de droite votent pour quelqu'un de gauche et que les gens de gauche votent pour quelqu'un de droite. Or, ça a quand même marché, et plutôt très bien marché, parce que l'élection de Bertrand et même celle d'Estrosi sont assez larges. Enfin, il n'y a pas eu de front républicain, en l'occurrence. Il y a eu un désistement du Parti socialiste, ce qui n'est pas un front républicain, ça. Il n'y avait pas d'alliance. Le front républicain eût été qu'il y ait alliance entre les deux partis, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, le front républicain, c'est aussi un barrage. Front républicain, non, c'est un barrage, c'est pas un front. Non, mais ça a l'air comme ça d'être non, c'est intéressant. Mais non. Il y a bien aujourd'hui, dans ces deux régions, le désistement des socialistes. En disant maintenant adieu bat. Et quand vous avez un front républicain, vous avez bien des gens d'un camp qui est opposé au départ qui font la campagne pour un front, c'était l'alliance entre les partis. Il n'y a pas d'alliance entre les partis. Et donc, du coup, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a gagné dans son nini. Et comme il est passé, grosso modo, avec 8 régions, finalement, il est, lui, dans son mandat, dans son contrat. Donc, Sarkozy, alors après, on pense ce qu'on veut du bonhomme, c'est pas le problème. Non, c'est pas... Simplement, vous trouvez que c'est une victoire du Nini? Moi, je pense qu'il y a une victoire du Nini. Ah bon? Et pour ce qui me concerne, je ne vois pas de front républicain. Et en tout cas pas, ni dans le Nord, ni en PACA. Il n'y a pas de front républicain. On voit bien en Alsace que ça... ils s'en sont sortis.
Il y avait une richesse triangulaire. Je veux dire, les socialistes sont restés, et tant mieux. Je veux dire, il y a une certaine logique. On ne peut pas se moquer des électeurs. Je veux dire aux électeurs... il faut se mettre à la tête, dans la tête d'un électeur. On n'a pas l'impression, quand on regarde les votes, que les électeurs ont l'impression qu'on se soit moqué d'eux. Moi, je trouve que un électeur, un type qui est militant du Front... ils ont voté. Un militant du Parti Socialiste. On lui dit, en PACA et dans le Nord, la droite, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut voter à droite. À Paris, on dit, c'est des salopards de la race blanche, il faut absolument lutter contre eux. Dans chaque région, c'est différent. En Bretagne, on dit, là, tu peux voter pour les socialistes, mais surtout pas de front de gauche, pas d'écologique, on n'en a pas besoin. Donc, juste le PS. Enfin, je veux dire, on se moque de l'électeur. C'est-à-dire, quoi qu'il pense, on décide à Paris, on dit, alors là, ça va faire bien, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais de qui se moque-t-on? C'est comme ça qu'on renforce le Front National. Je veux dire, la voix de l'électeur n'a plus aucune importance. C'est exactement comme quand les Français avaient voté non au référendum. C'est pas les dirigeants qui décident. Quand les électeurs avaient voté non au référendum, mais finalement ça n'a servi à rien parce qu'au bout d'un an on a dit finalement c'est oui. Ah bon, très bien. Et là c'est pareil. Ils votent, certains à gauche, d'autres au Front National. On dit mais c'est pas grave, on s'en fout de ce que vous votez. De toute façon ça sera un mec de droite. Et c'est M. Valls qui décide. Mais je veux dire, moi je serais électeur socialiste, je serais furieux. Il y a un aspect fondamental qu'il faut signaler, c'est que le problème, me semble-t-il, c'est que les choses n'avaient pas été annoncées à l'avance, du moins du côté du Parti socialiste. Oui. La moindre des choses, en effet, Valls c'est de dire... avait dit un peu, il faudra tout faire pour mais enfin, c'était pas clair. C'était vraiment pas clair. La moindre des choses, ce serait que chaque formation politique annonce à l'avance, voilà, dans quelle hypothèse je me retire, ou on fusionne, etc. Là, ça n'avait pas été le cas, ce qui a donné l'impression, le sentiment, en effet, d'une petite manipulation. Son électorat, qu'il vaut mieux voter à droite, sinon c'est la guerre civile. Enfin, sauf que ça pose un problème. Pas sérieux, ces gens-là. Vous disiez tout à l'heure qu'au premier tour, finalement, on choisit. Au oui, deuxième tour, on est mis. Donc, par définition, dire que de toute façon, on ne votera pas au deuxième tour, c'est carrément abandonner au premier. Donc, ils n'ont pas le choix que de dire votez pour nous au premier tour et donner une consigne de vote au second tour. Et la réflexion que j'ai, moi, finalement, c'est que des fois, c'est un peu trop compliqué, en tous les cas pour moi, c'est que on passe notre temps à dire que les partis politiques ne servent à rien. Et quand finalement ils veulent imposer, entre guillemets, on va dire leur autorité, j'entends, partisane, à un moment donné, quand on s'adresse au peuple et qu'on leur dit, nous, partis politiques de droite ou de gauche, on considère que pour le bien de la nation, pour l'intérêt général, on est prêt à s'asseoir sur une région, on est prêt à s'asseoir sur quelques principes, parce qu'on ne veut pas laisser tomber des principes beaucoup plus fondamentaux. À ce moment-là, les partis politiques prennent leurs responsabilités, et là, on considère que c'est une déroute, que c'est se moquer du monde. On le dit clairement. On dit qu'il y a des choses qui sont accessoires et il y a des choses qui sont fondamentales. Et quand un parti politique prend cette décision, au risque finalement de laisser tomber ses petits intérêts électoraux, finalement à court terme, devant l'essentiel, je considère qu'effectivement un parti politique prend ses responsabilités, a au moins fait acte d'autorité et demande au peuple ensuite de voter. Mais les gens ne sont pas obligés de voter. Donc c'est en ça où je dis qu'à un moment donné, voilà, les régionales, on en a fait des caisses. Les régionales, à mon avis, on en a fait beaucoup. C'est en ça que je remercie le Front National, parce que finalement, ça a mis de la lumière sur une élection que personne n'avait pratiquement envie de regarder, à part visiblement Jean-Charles, qui a bien regardé tous les programmes dans le détail pour savoir si le TER prochain sera bleu ou jaune, et si éventuellement les coalitions au sommet... c'est juste pour caricaturer un peu. Il n'y a pas de mépris dans la caricature. Parfois, c'est une manière de dire les choses un peu autrement. C'est juste pour dire les choses un peu autrement. Mais quand un parti politique prend... non pas une posture pour le coup, mais décide d'abandonner ce qui peut paraître. Oui, c'est quand même courageux. C'est courageux. Si je peux en placer une. Mais tu peux. Il est où le courage? Vous le disiez tout à l'heure, c'est que pendant 5 ans, des militants. Le courage, c'est de s'asseoir sur 7 millions de gens qui ont voté Front National et les prendre pour des andouilles, et de dire à ceux qui ont voté pour soi, surtout ne le faites plus, sinon c'est la guerre civile. Mais c'est où la démocratie là? Enfin, c'est n'importe quoi. On est dans le simplisme absolu. Après les électeurs politique, on est dans le grand guignol. Excusez-moi. Comment tu comprends pas? Bien sûr que tu comprends. Mais non, je comprends pas.
comprends pas. Ensuite, moi, je voudrais juste revenir. Non, mais il n'a pas tort de dire qu'il y a l'essentiel et l'accessoire, quand même. Sur ce que vous disiez. Merci, Patrice. Il peut y avoir il y a des hommes politiques qui considèrent qu'il y a des choses accessoires et des choses qui sont essentielles. Vous vous trompez, cher ami. En aucun cas, les partis politiques sont faits pour dire à qui et pour qui il faut voter. Propose. Du tout le temps, ça. Il y a toujours des désistements. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas toujours eu. J'ai voté. La vocation d'un parti politique n'est pas de dire voter pour telle personne ou pour telle autre. La vocation d'un parti politique est de définir une ligne politique et de proposer des idées. C'est une idée. C'est une idée majeure que de dire. C'est la négation de toute idée. Alors là, c'est vraiment des baladures à appeler à voter Chirac, Barre va être appelé à voter Chirac. C'est pas parce qu'une erreur. C'est pas parce qu'une erreur. Chirac a appelé à voter pour Mitterrand. Mais c'est pas parce qu'une erreur se répète. Sans le dire. C'est pas parce qu'une erreur se répète qu'elle devient juste. Non, mais ça a toujours existé. Non, mais je crois que... Non, je ne comprends pas votre analyse qui est de dire c'est pas le Nini a gagné. Alors que tous les analystes disent non, celui qui a gagné, en gros, c'est Hollande. C'est pas Sarkozy. Ah, je ne suis pas du tout sûr que Hollande ait gagné. Il est toujours Hollande, on l'a pas entendu. Bien sûr que c'est lui qui était derrière la manœuvre. Sarkozy a gagné. Sarkozy bouge encore, en tout cas. Mais Hollande, on l'entend, il est muet, là. Il est muet parce qu'il n'avait pas à prendre parti sur une élection régionale, probablement en tant que président de la République. Il n'avait aucun intérêt à le faire. Mais enfin, on sait très bien qu'il était à la manœuvre derrière Valls. Bien sûr, mais honnêtement, ça vous manque pas la parole d'un président de la République, là? Sur des élections régionales, ces élections n'ont vraiment aucune importance, alors, pour lui. Mais là, il n'y a pas de commémoration, donc... Oui, c'est ça. Il y a un porte-avions, quelques rafales. Voilà. Il a épuisé son crédit de voyage avant les élections, il n'a plus rien après, mais... Non, vous ne trouvez pas... Alors, non, mais quand vous me dites que le Nini a gagné, j'avoue que j'ai du mal à comprendre votre raisonnement. Pour ce qui me concerne, très modestement, j'assume ce que je viens de dire. Oui, non, tout à fait. Le Nini a gagné. Par contre, ce qui a perdu, encore une fois, hélas, c'est la démocratie, la vraie. Comment peut-on imaginer que pendant les années qui viennent, 6, les socialistes dans le Nord et en PACA n'aient plus voix au chapitre? Enfin, c'est absolument incroyable. Incroyable. Alors tout ça pour dire, il ne faut pas que Marine Le Pen gagne, mais les électeurs sont grands, ils sont adultes, ils savent de quoi ils en retournent. Non, mais vous ne pouvez pas empêcher les partis de ne pas avoir envie qu'elle gagne. Et regardez ce qui s'est passé dans les régions dans lesquelles on a gardé 3 candidats. La droite est passée, la gauche nationale n'est pas passée. Tous les Français avaient voté Marine Le Pen. Contrairement à ce que les partis ont pu dire, Marine Le Pen serait aujourd'hui voilà, la grande gagnante. Mais quand vous dites le Nini, par exemple, on voit... Excusez-moi, je pense que les Français dans le Nord, on leur a dit, vous savez, on se retire, nous les socialistes, parce que si jamais Marine Le Pen passait, ce serait la guerre civile. Excusez-moi, c'est une honte de raconter des choses pareilles. Franchement, oui, non, mais on est d'accord. Ça a quand même une portée extrêmement importante, puisque dans 1 an et demi, on va être en 2017, on a les élections présidentielles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, finalement? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On prépare, on répète. Ils sont en train de préparer le fait qu'il ne faut pas que Marine Le Pen passe. Elle ne passera pas, c'est quasiment acquis. Mais... Et moi, je me lève contre ça. On continue aujourd'hui à s'asseoir sur 7 millions de gens qui votent pour le Front National. Et ils ne votent pas pour le fascisme, ces gens-là. Ils votent parce qu'ils veulent que les choses changent. Là, pour le coup, ils ont eu des élus. D'accord, ils ont des élus en région, mais en même temps, ils n'ont pas les élus nationaux. Et regardez en Bretagne, tout à l'heure, vous citiez cet exemple, il est quand même absolument incroyable. En Bretagne, voilà que M. Le Drian, alors qu'aujourd'hui, toute la classe politique, ou presque, est vent debout contre le cumul de mandats, eh bien, on dit, votez pour M. Le Drian, mais vous inquiétez pas, il restera ministre de la Défense et il sera président de la région Bretagne. Au secours, quoi. Il faut arrêter tous ces faux semblants, il faut arrêter... Même chose pour Delga en Midi-Pyrénées, qui va rester député. Il faut arrêter tous ces petits arrangements. C'est ça pour lequel les Français sont en train de se déclarer. Ils se disent stop. Est-ce que je peux juste une chose? Non, mais je dis juste une chose. Après, je vous laisse la parole. On parlait de perdants. Le seul perdant, c'est Juppé là-dedans. Juppé a fait une déclaration très élyséenne. Heureusement qu'il y avait une photo de Bordeaux, moche d'ailleurs, derrière lui. Sinon, il était pas de quoi y parler. Mais la liste Juppé et sa candidate... dans une région qui est difficile pour la droite, honnêtement. Il y a un truc vraiment... Sauf qu'autour de cette table, on dit tout et son contraire, si je peux me permettre. Concernant... Non, mais je parle de vous. On reste cohérents. On reste cohérents. Quand vous disiez tout à l'heure que finalement, l'attaque concernant Pécresse sur... La race blanche de Barthelone l'a fait perdre. A fait perdre Barthelone, absolument. De la même façon, tout ce qui est dit à l'encontre de Marine Le Pen devrait faire perdre ses opposants. Et donc ferait gagner, par définition, Le Pen. Puisque
Si le raisonnement tient, à force de dire des choses, à force de dire des inepties. Stéphane. Non, vous voulez intervenir. Oui, je voulais simplement dire que j'ai pas le sentiment qu'on oublie les 7 millions d'électeurs qui se prononcent pour le Front National, que bien au contraire, ce sont eux qui sont au centre du jeu, comme jamais. On en parle beaucoup. Comme jamais. On ne cesse d'en parler et regardez ce que les politologues peuvent appeler, pour résumer les choses, la droitisation de l'échiquier politique en France. Ça montre bien que c'est justement ces 7 millions d'électeurs-là qui intéressent tout le monde. Tout le monde. Alors Sarkozy, évidemment, qui galope après tant qu'il peut. La gauche, elle aussi, du moins une partie de la gauche, qui en vient à adopter un discours qui trouble sur la gauche de la gauche et au-delà. Donc c'est plutôt l'élément central. Et on a vu là jouer, à l'occasion de ces scrutins des régionales et même dans les scrutins précédents tout au long de l'année, justement le fait que cet électorat du Front National, c'est lui qui capte toutes les attentions de la part de ceux qui prétendent obtenir des mandats. C'est qu'en fait, les Français ont besoin d'une nouvelle offre politique, et aujourd'hui, cette nouvelle offre politique, hélas, c'est la famille Le Pen. Dommage. Pardon, juste un mot. Je me rappelle, moi, très bien des 18% qu'avait fait Bayrou au premier tour des élections présidentielles en 2007, et tout le monde était focalisé sur ces 18%. Malheureusement, en 2012, Bayrou, cette andouille, nous raconte qu'il faut aller voter Hollande. Il a raté la marche, parce qu'il avait la capacité d'être l'offre politique qui réellement allait permettre aux Français de s'exprimer. Avant qu'il revienne, il va se passer du temps, parce que malheureusement, il a tellement raté la marche qu'il est tombé. Justement, sur les conséquences, parce que ce que vous disiez, au fond, et c'est la thèse de Sarkozy, Sarkozy est arrivé, paraît-il, le soir du premier tour au QG des Républicains en disant « et qu'on ne me dise pas que la France n'est pas de droite ». Or, aujourd'hui, contrairement à vous, il y a des gens au Parti républicain, NKM dit « mais s'il n'y avait pas eu… si on avait fait le Nini, le Nord et la région PACA tombaient aux mains du Front National. » Estrosi, qui est quand même pas un type de gauche, dit mais il faut arrêter de courir derrière le Front National, c'est comme ça qu'on les fait monter. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous sentez quand même une révolte forte contre la position et la thèse de Sarkozy, celle du Nini et celle de la droitisation des Républicains. Alors Estrosi, il est bien forcé de tenir ce discours. Il peut pas faire abstraction des gens qui ont voté pour lui. Il était quand même assez mal parti, donc qu'il envoie des petits signaux à gauche, c'est normal, c'est pas très élégant, mais disons que ça peut se concevoir. NKM, c'est différent, elle est en opposition systématique, et moi je la trouve très sympathique, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais ça me paraît pas anormal qu'elle se fasse virer du gouvernement des Républicains, dans la mesure où c'est exactement comme si Manuel Valls, en tant que Premier ministre, avait dit, passé son temps à dire qu'il était contre le mariage pour tous, et qu'il reste Premier ministre. On peut pas. Elle est contre Non, mais il doit y avoir, il doit y avoir une délibération au mois de février aux Républicains sur la ligne. Donc, et là, on la vire avant. C'est quand même une la ligne a été fixée par Sarko sur le Nini. C'est clair et net. Elle s'oppose à ça. Bon, en plus. Alors, c'est pas la peine d'avoir de débat sur la ligne. Si elle est fixée par Sarko. Attendons le mois de février pour le débat chez les Républicains. Ensuite, là, elle est un peu dans une posture. Elle se prépare à se présenter à la primaire parce que de toute façon, l'élection de Pécresse est pour elle une catastrophe. Pour NKM, objectivement. Elle a perdu, Paris. Pécresse gagne la grande région. Pécresse va devenir la femme politique. Elle n'aurait pas gagné Paris, cela dit, les votes à Paris. Non, bien sûr, mais Pécresse devient la femme incontournable à droite en Île-de-France. L'horizon pour NKM, il est bouché sur Paris. Pécresse a dit qu'elle ne se présenterait pas au... oui, non, mais bien sûr, parce qu'elle est intelligente. Elle a abandonné chaque truc, chacun de ses objectifs, pardon. Mais enfin, vous ne me répondez pas sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a quand même une contestation très forte de la ligne de Sarkozy au sein même... Non, pas sur le fond, j'ai jamais sur le fond. Alors, je réponds sur le fond. Qui conteste? Bien remarqué. Qui conteste NKM et Estrosi. Excusez-moi. Estrosi et Bertrand et Raffarin. Oh Raffarin. Ah oui, non mais d'accord, mais c'est à chaque fois qu'on vous dit un nom, vous dites arrêtez, Raffarin, merveilleux. Ah oui, non mais c'est merveilleux. Le Premier ministre qui n'a rien fait sous Chirac avec ce président, à tous les deux, c'est le pire binôme que la Ve République ait pu connaître. Pas une réforme. Non, d'accord, mais vous pouvez mépriser les gens qui ont cette position-là, mais ça ne répond pas sur le fond. Je ne méprise pas, mais que des gens qui sont à l'évidence et qui détestent Sarkozy depuis longtemps, soient contre lui, ça va. Je veux dire, c'est pas...
Bon, non, Raffarin avait pris position pour Sarkozy. Toujours, il vaut mieux qu'il ne prenne pas position. Il a voté pour lui pour la présidence, notamment. Oui. Moi, je crois que finalement, on a fait abstraction d'une démarche stratégique dans les deux bords, que ce soit à droite ou à gauche. Et le Front National en a profité, parce que par définition, on n'a pas tranché sur un vrai problème de fond, à mon avis. Donc, le Front National pallie la carence de stratégie des deux grands partis, et la recherche de lignes a lieu aussi bien à droite qu'à gauche. Moi, ce que je crois, c'est que les partis, les deux blocs, sont toujours dans des postures à vouloir faire croire qu'il y a des grandes différences. Donc je suis à droite et j'ai une grande différence fondamentale avec les gens de gauche, sauf que dans la réalité, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et les gens se disent, c'est pas... Je vais encore finir. Ouais, je vais encore parler de l'UMPS. Parce que l'UMPS, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a des postures à droite, il y a des postures à gauche. Donc il faut que le débat soit tranché maintenant. Ou bien on arrive à vraiment deux affrontements, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie de droite qui affronte une idéologie de gauche, mais réellement sur des fondamentaux, et qu'on le dise clairement et que les Français votent. Et là, il n'y a plus de Front National, parce qu'on saura quelles sont les idées de droite, quelles sont les idées de gauche, et il n'y aura plus du MPS. Ou alors l'inverse. Vous lui dites, tu vas encore nous dire ça avec un peu de mépris. Enfin, oui, c'est ce que disent 70% des Français, d'après un sondage. Il les méprise. Il ne méprise pas les 6 millions d'électeurs Front National, mais il méprise les 70%. J'ai pas compris, Patrick. Je pense comme moi. 70% des Français disent qu'ils seraient pour un accord entre des gens de droite, des gens de gauche sur un programme précis. Un système, pas l'UMPS, mais un système sur lequel on pourrait travailler. Non, pas l'UMPS, qu'il ne soit pas l'UMPS, justement. Ah bah rêvons. Non, mais construisons. C'est comme ce truc grotesque. Vous ne pensez pas qu'Hollande va essayer de faire ça? Non, mais... C'est évident. Encore une fois, c'est pas parce que Hollande décide de quelque chose que c'est une bonne idée. Non, mais c'est pas un stratège. On va dire que je l'ai évoqué, alors. Regardez Karim Pulse, par exemple. Plus que Hollande, c'est moi qui l'évoque. Mais quand on voit, par exemple, cette pantalonnade de votre ami Raffarin, qui dit maintenant, c'est merveilleux, nous allons nous unir avec la gauche pour trouver des solutions contre le chômage, et Valls qui lui envoie un SMS en disant bonne idée, parce qu'avant, il y a 4 jours, ils ne savaient pas quoi faire contre le chômage. Et puis maintenant, il y a 7 millions de gens qui votent pour le Front National, et Raffarin, comme Valls, ils ont des idées en commun pour mettre le chômage. Est-ce que c'est pas une manière de solution? Au moins, on apporte une solution. Vous êtes un homme de communication, Jean-Charles. C'est pas à vous qu'on va apprendre le b.a.-ba de la com politique. Bon, voilà, SMS, je pense pas qu'il est vraiment attendu dimanche dernier. Mais non, justement. Non, mais est-ce que vous pensez pas... Non, alors attendez, sur le fond, est-ce que vous ne pensez pas que si un certain nombre de gens de bonne volonté, vous avez des socialistes plutôt sociodémocrates, ce qu'on appelle les sociolibéraux, vous avez des gens de droite, genre Juppé, qui ne sont pas tentés par l'extrême droite, pour le moins. Est-ce que tous ces gens-là ne pourraient pas se regrouper en se disant, voilà, les 5 réformes qu'il faut faire pour la France, on les fait, on se met ensemble, et vous ne pensez pas que ça ferait baisser le Front National? Ce que je ne comprends pas bien, c'est en quoi est-ce que le Parti socialiste a besoin de quiconque pour faire une réforme? Le Parti socialiste a besoin de se détacher probablement du soutien de la gauche de la gauche et de l'extrême gauche. Non, c'est pas vrai, pas pour l'instant. Ils ont la majorité. Qu'est-ce qui empêche? D'accord, mais vous raisonnez sur des schémas anciens. Mais non, c'est pas un schéma ancien. S'il y a des solutions pour le chômage. Le paysage politique est en train de se craqueler, de changer. Donc il y a des personne ne veut en tenir compte. C'est amusant. Il y a donc des gens qui ont des solutions pour lutter contre le chômage et qui les gardent dans leur poche. Bien sûr qu'on sait. On sait très bien comment avoir 5% de chômage. Et bien alors pourquoi est-ce que le PS ne le fait pas? Ils ont la majorité. Mais parce qu'ils ont besoin de personne. Par des gens qui les empêcheront de faire ça. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont besoin de personne. La droite et la gauche, ça n'est pas la même chose que vous le vouliez. C'est la raison pour laquelle on peut aussi faire éclater les frontières. Et la raison pour laquelle 7 millions de Français sont allés dans ce vote Front National, c'est parce que vous avez 7 millions de Français qui n'y croient plus. Ils veulent plus. Ni la droite, ni la gauche, ils n'en veulent plus. Ils veulent une autre voie. Ils veulent une autre voie. Et hélas, la seule proposition qu'on leur fait, c'est le Front National. Faisons une autre proposition. Il y en a certainement d'autres. Monsieur Bayrou a raté la marche. Oui, mais si vous dites, a raté la marche. Si vous dites, on ne peut pas s'entendre sur des réformes précises, alors quelle est la proposition alternative? Moi je peux vous dire que dans le cadre de notre secteur d'activité, nous avons des réformes très précises que nous avons fait valoir, et notamment, j'insiste beaucoup, sur les jeunes, sur l'apprentissage, sur la formation. Mais non, parce que malheureusement, vous avez très très vite deux postures qui s'opposent. Vous avez la posture de la récompense de l'effort, du travail, puis vous avez l'autre qui dit non, soyons solidaires, on n'est pas là pour faire des efforts. Je vais vous donner un exemple, ça va me durer même pas une minute. J'ai entendu ce matin et hier matin deux postures.
Hier matin, les employés de la mairie de La Rochelle avaient pénétré dans la salle du conseil municipal et étaient en train d'engueuler le maire parce que le maire exigeait d'eux qu'ils fassent 35 heures au lieu de 30. D'accord ? Et donc, grosso modo, économie pour la ville, 3 millions d'euros par an. Et là, la déléguée syndicale véhémente dit « Mais nous, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour faire des efforts, on est là pour créer de l'emploi, et si moi, mon boulot, il permet d'avoir 3 personnes avec lesquelles je le partage, c'est tant mieux. » Et là, le maire de lui dire « Mais madame, vous comprenez, il faut quand même penser aux économies que nous devons faire pour la ville. » Et elle de répondre « J'en ai rien à faire, monsieur, moi je suis pas là pour faire des économies, c'est justement, est-ce qu'il ne faudrait pas une force politique assez conséquente pour s'opposer à ça ? Ce matin, 90% des employés de l'usine Smart ont accepté de voter pour revenir aux 39 heures, payer 37. Donc ça veut dire quoi? Il y a bien deux mondes. Il y a bien un monde de gauche et un monde de droite. Et ces mondes-là ne sont pas prêts de s'associer. Et moi, je peux... Alors, tous les gens la question n'est pas là. La question est que d'un côté, vous avez des gens qui sont favorables à l'effort, et de l'autre côté... Les gens ne sont pas des gens de droite. Ils sont favorables à l'effort. C'est plus compliqué et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont favorables à ce qu'on appelle la soumission, au partage. Donc vous avez bel et bien deux visions du monde, et vous avez bel et bien des gens qui aujourd'hui veulent répondre à la sortir de là. question de Jean-Charles. Les socialistes n'ont pas besoin des voix de droite pour mettre en place leur projet. Ni la gauche, ni la droite actuellement ne peut se permettre de faire quoi que ce soit. On vient d'expliquer. On a 70% des gens qui sont pour cette UNPS, entre guillemets. 70. Ça laisse 30 à la marge. 15 et 15. Oui, il y a 15% des gens que tu décris à la droite, et il y a 15% si on veut s'imposer à 10 ou 15%, et chacun il faut être fort. a ces extrêmes qui fait que ça ne bouge pas. Ça ne pourra bouger que s'il y a vraiment quelque chose qui se met en place sous forme de... Allez, on va appeler ça de coalition, sous forme de... Mais je rêve pas. Mais au moins, j'apporte des solutions. Stéphane Monson, quand Xavier Bertrand dit c'est notre dernière chance... Ça fait 15 ans que c'est notre dernière chance. Vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il y a des négociations. Vous pensez que tout va se reprendre un peu comme avant? Non, mais je pense qu'on n'a pas encore bu le calice jusqu'à la lie et qu'il faudra encore des secousses, qu'il va falloir encore secouer cette classe politique. Ça, c'est évident. Mais moi, ce qui me préoccupe, au-delà de tout cela, c'est qu'il y a 20 millions de personnes qui sont restées chez elles au cours de ces 2 dimanches. Alors, ceux qui n'y croient plus, c'est peut-être plus eux que ceux qui vont voter. C'est peut-être eux plus ceux qui ont voté. Ça ferait 27 millions. Là, c'est un grand danger. Ça fait beaucoup. Merci infiniment à tous les 4. L'émission est terminée. Merci pour cette analyse. Et on se retrouve très vite pour un nouveau PAF où on parlera aussi d'autre chose que de politique.